Je vais vous présenter aujourd'hui à la fois la partie sécurité en tribulure pour l'usage de l'eau dans les établissements de santé et un certain nombre de règles de conception et réglementaires dans le domaine des installations d'eau potable. Alors j'entends juste que les personnes présentes... Ah, ils sont avec nous, pardon. Donc voilà, je disais qu'on allait débuter par rapport à la présentation et vous dire que je vais vous présenter dans le temps imparti, même si j'ai toute l'après-midi, pareil, à la fois la sécurité anti-brûlure de l'eau dans les établissements de santé, mais également essayer de parcourir un certain nombre de règles de conception et de maintenance qui ont été publiées relativement récemment, depuis 2010, dans le domaine de la qualité de l'eau et du confort de l'eau. Donc pour commencer sur le risque des brûlures, je vous ai mis quelques chiffres qui sont issus de la littérature, en disant que les principales victimes restent les enfants et les personnes âgées pour des raisons d'abord on va dire d'acuité et le fait de soit ne pas réagir suffisamment tôt pour les enfants ou soit plus difficilement pour les personnes âgées. En termes de retour dans l'hôpital Trousseau en particulier, vous voyez qu'il y a un certain nombre de données qui nous illustrent le fait qu'on a environ 200 enfants traités par an pour des brûlures, toutes brûlures mises en commun, que pour la plupart concernent 3/4 les enfants de moins de 6 ans et qu'au niveau national, on enregistre une centaine de décès. Par ailleurs, de manière générale, vous voyez des données qui sont rassemblées sur plusieurs années ou sur une année et on peut constater que, en tout cas sur les brûlures, ça fait un certain nombre de cas par an, que ce soit en 97 de l'ordre de 1000 cas et de 99 à 2001, environ 3739 cas. Donc quand on cible un peu plus particulièrement pourquoi on a eu ces brûlures, on s'aperçoit que c'est à 50%, 49% dû à un liquide chaud et pour l'eau chaude sanitaire, une quinzaine de pourcents. Donc ça, c'est des données générales pour nous dire que les brûlures sont encore quelque chose d'important. Je suis basé moi au CSTB à Nantes. Le CSTB, je pense que vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas, je peux vous l'expliciter. Pour avoir discuté avec l'ARS encore dernièrement, ils ont enregistré un décès il y a 3 mois d'une personne âgée qui était restée coincée dans la baignoire à cause de la température de l'eau qui était distribuée. Et donc on regarde les temps de contact qui sont nécessaires pour avoir des brûlures, soit de premier ou de deuxième degré. On s'aperçoit que dès qu'on est supérieur à 50 degrés, on a des temps qui sont très réduits, de l'ordre d'une trentaine de secondes pour 55 degrés pour une brûlure au deuxième degré pour un adulte, et la moitié moins, voire 3 fois moins pour un enfant pour la même température. Donc 10 secondes et 1 seconde à 60 degrés, donc c'est des choses qui sont très très rapides. Donc la durée d'exposition pour être sujet aux brûlures sont des choses qui peuvent arriver de manière relativement courante avec une eau qui n'est pas maîtrisée au point d'usage. Parallèlement, on a aussi une volonté de réduire le nombre de légionnelles dans les réseaux, donc on se doit de détruire ces légionnelles, notamment au niveau du stockage, sur des volumes supérieurs à 400 litres, en appliquant des températures et des temps de contact pour être sûr qu'on n'ait plus ces légionnelles dans ces stockages. Et en distribution, on va le voir aussi, il faut absolument maintenir cette température qui est supérieure à 50 degrés au niveau de la distribution et des retours d'eau chaude sanitaire. De manière générale, pour prendre un peu plus de hauteur, c'est vrai que les risques de brûlure sont un sujet qui nous préoccupe. Néanmoins, il faut constater et prendre en compte qu'on a beaucoup d'exigences réglementaires dans le domaine des réseaux d'eau potable à l'intérieur des bâtiments, que ce soit sur l'eau froide et sur l'eau chaude. Et là, je vous ai rassemblé quelques-unes, classées en 4 catégories. La première sur tout ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché. Et c'est une réglementation qui est très exhaustive et qui n'est pas toujours facile à appréhender, avec des sigles souvent, qu'on soit sur les matériaux dits organiques, avec des attestations de conformité sanitaire qui sont aujourd'hui obligatoires pour maîtriser tout ce qui est migration sur ces produits, mais également des conviens à l'eau potable, en tout cas pour les adhésifs par exemple. Lorsqu'on utilise des adhésifs pour rassembler des tuyaux en PVC, on se doit de vérifier la conformité. Et là, c'est une conformité aux listes positives des molécules présentes dans la colle par rapport à ce qui est autorisé dans une liste fournie par le ministère. Parallèlement, vous avez tout l'aspect sur les températures d'eau froide, d'eau chaude, que vous connaissez sûrement bien, puisque vous travaillez tous les 4 en bureau d'études, c'est ça? Donc c'est des choses que vous maîtrisez, j'imagine, avec 2 arrêtés. La qualité microbiologique de l'eau, avec un certain nombre de paramètres donc, qui viennent initialement du guide de l'eau dans les établissements de santé qui a été circularisé en 2005, et 2 autres arrêtés sur finalement la transcription du décret 89.3 sur toutes les qualités, les limites et références de qualité sur la partie microbiologie. Et enfin, les protections sanitaires de l'eau
qui aujourd'hui sont également régis par le Code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental type, qui devrait être abrogé dès que l'arrêté futur sera publié sur l'exigence de ces règles de protection à respecter. Alors rapidement, puisque force est de constater que les gens que j'ai en face de moi connaissent relativement bien le sujet. Pour la température de l'eau chaude sanitaire, vous avez une exigence réglementaire en termes de distribution et de retour d'eau chaude sanitaire de 50 degrés, à l'exception des 3 derniers litres qu'on appelle les antennes terminales qui peuvent être non maintenues en température au niveau, en tout cas, réglementaire. Donc ça vous permet d'avoir des longueurs d'antenne assez importantes, par exemple du diamètre 14 pour faire un linéaire d'une vingtaine de mètres. Néanmoins, parallèlement, le DTU 60.11 qui a été mis à jour récemment vous impose une exigence de longueur sur cette antenne terminale de 8 mètres. Vous allez me dire pourquoi tout de suite, c'est une bonne question, pourquoi pas 9, pourquoi pas 7 parce qu'il a fallu trancher. L'esprit, c'est de dire qu'il faut avoir le plus court possible. Et lorsqu'on est dans un EHPAD ou dans un établissement de santé, on peut considérer que cette longueur est suffisante pour alimenter la douche et le lavabo. C'est pas sans poser quelques difficultés dans le logement, puisque lorsqu'on a plusieurs salles de bain dans un appartement, on peut être amené à tirer une colonne montante de manière complémentaire. Donc c'est une réalité que ces longueurs de 8 mètres peuvent poser problème et avoir un impact économique supérieur. Donc le pendant sur le point d'usage, c'est encore l'arrêté du 30 novembre 2005 par rapport au respect des 50 degrés au niveau des points d'usage dans les pièces destinées à la toilette pour éviter que les personnes ne se brûlent. Concernant la température de l'eau froide, c'est quelque chose qui pose beaucoup de soucis dès qu'on franchit la Loire, on va dire, puisqu'on peut avoir des températures d'été dans les bâtiments qui est importante, de 25, 30, voire plus. Et on a constaté, et on constate encore, qu'on a des températures qui sont supérieures à 25 degrés, qui est une référence de qualité dans le Code de la santé publique. Il faut bien distinguer la différence entre limite et référence de qualité. La référence de qualité est une exigence réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une évaluation des risques par les autorités sanitaires qui ont estimé qu'il y avait potentiellement un impact sur la santé des consommateurs d'avoir une température, enfin pas la température puisque ce n'est pas une limite de qualité, mais sur d'autres paramètres, si on dépasse ces limites de qualité, on a un risque pour le consommateur. Les 25 degrés dans le Code de la santé, c'est une référence de qualité qui est là pour mettre en valeur un dysfonctionnement éventuel de l'installation. Mais si ce risque peut engendrer un risque sanitaire pour le consommateur, on se doit de résoudre cette difficulté. Donc quelque part, on retombe sur une limite de qualité. Et en termes opérationnels, de trouver des solutions pour limiter ces 25 degrés, c'est compliqué. De faire une boucle d'eau froide sanitaire, on oublie tout de suite parce qu'on retombe dans tous les travers de la boucle d'eau chaude sanitaire. Et en plus, votre pompe va réchauffer votre eau froide et vous allez avoir un impact économique qui est assez important. Dans certains pays le font, hein, en Arabie Saoudite par exemple, il y a des boucles d'eau froide sanitaire, mais ils ont vraiment des températures différentes des nôtres. Donc ça peut se comprendre. Par contre, sous nos latitudes, c'est vrai qu'on réduit au maximum en faisant éventuellement des puisages si on a des températures qui sont de l'ordre de 30 degrés, comme il peut se passer. Hein. Mais en tout cas, calorifuger votre réseau d'eau froide, ce qui n'est pas tout le temps fait et il faut absolument le faire. Je vous ai mis un slide supplémentaire pour vous dire que le Code de la santé n'est pas le seul et l'arrêté du 11 janvier 2007 n'est pas le seul à évoquer cette température. 2 documents techniques, le DTU 60.1 et le guide technique de 2004, évoquent aussi le fait que si vous avez une conception qui engendre des températures importantes au niveau du réseau d'eau froide, vous devez calorifuger séparément l'antenne terminale eau chaude, eau froide, ce qui est très rarement fait aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous que de toute façon, ça n'aura qu'un effet retard et que, au final, vous aurez une montée en température si l'eau n'est pas utilisée et épuisée. 2 documents qui se sont fait attendre, puisqu'ils dataient un peu de 77 pour le premier et de 88 pour le second, sur les règles de conception, donc documents techniques unifiés 60.1, 60.11, qui ont du mal encore à passer toutes les frontières, barrières de tous les bureaux d'études. Donc c'est pour aussi cette raison qu'on essaye de faire des sensibilisations et pas des formations, hein, c'est juste un échange qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est DTU et l'intégration du bouclage dans DTU 60.11 et encore
alors on va dire que c'est toujours les mêmes qui savaient déjà travailler de manière correcte, qui connaissent mieux les documents. Donc voilà. Donc sans rentrer dans ces documents, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui et on va essayer de pas s'endormir, surtout après le repas, je vous ai mis quelques photos. DTU 60.11, c'est des règles de mise en œuvre et de conception des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire pour faire en sorte qu'on assure la pérennité des installations et quelque part maîtriser les risques sanitaires également. C'est un peu nouveau parce que le DTU avant était stricto sensu plomberie, on va dire. Donc là, les deux photos que je vous ai mis, c'est des placards techniques ou une gaine, on va dire, de ventilation et de courant fort, courant faible. Dans les placards techniques, on a un peu de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de démêler les tuyaux qui sont parfois enroulés en PER ou même en cuivre hein, pour savoir qui va où et est-ce que tout est bien protégé par rapport à des clapets, par exemple. Donc on se doit de bien distribuer ces réseaux au niveau des placards techniques pour être sûr qu'on alimente les bons endroits avec les protections qui convient et qu'on est capable de faire des désinfections, par exemple, si on a des limiteurs de température, ce qui, dans les établissements de santé, est pas préconisé pour ne pas distribuer de la température mitigée en dehors du point d'usage. La seconde photo, vous voyez, c'est un organe, enfin vous voyez, non, vous voyez pas, mais on la devine, c'est un organe de réglage qui est vraiment inaccessible à ce jour, alors que les réseaux n'avaient même pas été mis en eau encore. Donc aussi bien, on a encore d'autres encombrements derrière qui font que de toute façon, on n'ira jamais la toucher, l'organe, et elle sera bien colmatée comme il faut pour que la boucle, alors au mieux, ça ne circulera pas et on sera content, parce qu'on aura des températures à faire à 25, mais au pire, elle sera circulante en partie, et donc on aura une réduction de débit et donc des températures favorables au développement de légionnaires. Le DTU 60.11, je me suis permis de mettre des chiffres de manière supplémentaire, puisque c'est quand même un document qui permet aujourd'hui qui sert comme support de base à la conception d'une boucle chaude sanitaire. J'en parle d'autant plus librement que pour participer à un certain nombre de contentieux, on va dire, ou litiges à différents niveaux, c'est que lorsqu'on demande les notes de calcul et que on nous regarde avec des yeux tout ronds et on vous demande mais où c'est que vous avez vu ça, aujourd'hui on peut vous le dire, c'est que le DTU 60.11 exige un dimensionnement, un équilibrage et des règles de calcul qui sont strictes et des exigences notamment de vitesse, 0,2 mètres par seconde en termes de vitesse minimale pour éviter qu'on ait des dépôts et une formation de biofilm qui soient trop importants. Éliminer totalement le biofilm, c'est souvent un sujet aussi. Quel matériau je mets en place, c'est illusoire. C'est-à-dire que vous avez toujours une interaction surface du matériau métallique, plastique avec votre eau et vous allez créer une surface avec un biofilm plus ou moins important, mais de toute façon, au bout d'un certain nombre de semaines, ils deviennent équivalents. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir l'hydrodynamique du réseau et donc de bien dimensionner ce réseau sur la boucle retour pour avoir un régime turbulent et donc d'être dans les 0,2 mètres par seconde. Des diamètres minimaux également ont été posés. L'idée, c'est de ne pas avoir de réduction de section par rapport avec par exemple, le tartre. Lorsqu'on est sur des diamètres de 12 mm, on peut vraiment avoir une réduction conséquente du tuyau et créer des pertes de charge importantes. Et donc, on n'est plus dans les règles de calcul initiales et donc on n'a plus les bons débits et les bonnes températures. Et enfin, la prise en compte du risque de colmatage dans les organes de réglage pour obliger que la particule, si elle est présente, elle puisse passer dans l'organe et ne vienne pas en partie boucher la circulation de l'eau. Les 1 mm, c'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, on se doit d'être dans la plage de réglabilité de l'organe. On verra un ou deux abacs tout à l'heure. Mais c'est le fait de vraiment être au minimum. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de matériel sur le marché. Vous en avez quelques-unes quand même. Mais certains s'adaptent avec on va dire des opérations qui ne sont pas très techniques au niveau du bureau de recherche et de développement, mais qui sont plutôt des adaptations d'organes et qui, dans le temps, seront très peu fiables, on va dire. Des règles générales de conception donc, qui concernent les longueurs, mais ça, on l'a vu, et le fait d'avoir un nombre de boucles qui soit compatible avec l'exploitation du bâtiment. Encore la semaine dernière, on voyait des installations qui comportaient 500, 800, 900 boucles d'une installation, donc c'est compliqué. Quand on est sur son logiciel de calcul, ça marche. On est content, on a les positions de chaque organe, on a les températures, on a les débits, on a les vitesses, on respecte tout. Donc ça marche l'état initial et lorsqu'on exploite le réseau, au bout d'un certain nombre de mois, on s'aperçoit qu'il faut intervenir sur l'organe pour éviter qu'elle se colmate. Donc quand vous avez beaucoup d'organes, on ne peut pas mettre un gendarme devant tout le monde et c'est régulièrement, ce n'est pas fait. L'autre, je vous ai même pas mis tous les exemples, mais l'autre effectivement difficulté qu'on rencontre
malheureusement encore régulièrement, et pas que dans le logement, c'est le multibouclage. Dans des hôpitaux qui sont mis en service, on s'aperçoit encore que on boucle tous les robinets. Et boucler tous les robinets, hydrauliquement, vous ne pourrez pas équilibrer votre réseau, tout simplement parce que les pertes de charge que vont créer les débits que vous allez récupérer pour les remettre dans les distributions allées ne vous permettront pas d'avoir les bons outils en termes de technologie au niveau de l'équilibrage de votre réseau. Le premier organe de réglage ne pourra pas absorber la perte de charge qui sera calculée pour elle. Donc en fait, vous allez répartir le débit disponible et qui ne sera pas suffisant pour avoir la bonne température. Mais en fait, c'est vrai que le vice est poussé jusqu'au bout, c'est qu'il y a certains fabricants qui proposent des technologies avec 3 trous dans les robinets. Donc pourquoi on se dit il y a 3 trous, l'alimentation chaude, l'alimentation froide, et le troisième, c'est pour le retour. Et bing, on s'est fait avoir, et donc là on tire un tuyau jusqu'au robinet, et donc intellectuellement on pense qu'on a fait le mieux qu'on peut, et effectivement de manière pratique ensuite on s'aperçoit qu'on retombe sur ces désastres. Donc ces désastres aujourd'hui, ils sont bien notés dans des documents techniques, il ne faut pas les faire et il ne faut pas les prescrire. Exemple de multibouclage, un hôpital que je ne citerai pas, avec un certain nombre de colonnes montantes, il y avait 28. Et chaque colonne montante, vous voyez, il y a 7 étages qui comportent donc une alimentation de 2 chambres par étage, chaque colonne. Et chaque 2 chambres, donc vous avez l'alimentation donc en rouge, avec un clapet qui va alimenter un lavabo de chaque côté dans les chambres et qui alimente la douche également. Et en retour, vous avez un organe de réglage et vous repartez ensuite sur le collecteur principal descendant. Et en plus, vous avez, juste pour noter, un clapet également sur le retour. Ici, là. Donc en faisant un calcul simple, on n'a pas besoin forcément de logiciel très compliqué. Vous avez 7 étages, vous avez une boucle par étage. Non, vous avez 2 boucles par étage, puisqu'en fait, vous avez un organe de réglage par chambre ici. Donc vous avez 2 par étage, donc ça fait 14. De manière globale, on va dire, même si les notes de calcul vous le précisent en fonction des contraintes qu'on s'impose, vous devez avoir une centaine de litres par heure de débit pour pouvoir équilibrer votre organe et avoir les bonnes températures dans cette boucle. Donc vous multipliez simplement les 14 par 100 litres par heure et vous voyez déjà qu'il vous faut 1400 litres par heure, ne serait-ce que pour ce collecteur retour en question. Donc vous multipliez par 28. On voit tout de suite, pour ceux qui font les calculs de façon régulière, que ça ne passera pas au niveau de l'équilibrage. Et au niveau du diamètre du collecteur retour, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas posées. En plus, pour combler un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est que dans les notes de calcul, et ça ne dérange pas du tout ceux qui les produisent, c'est qu'on vous donne les vitesses. Et les vitesses, donc vous voyez les bouclages, les longueurs qui sont notées, c'est vraiment du multibouclage. Vous avez 50 cm de boucle. Vous avez 1,73 m de vitesse, 3,23 m de vitesse. Et quand on fait des prélèvements sur l'installation, il n'y a même pas besoin de faire de prélèvement, parce que vous voyez déjà les fuites qui apparaissent. Donc vous avez votre matériau en cuivre qui, lui, va se perforer, mais très 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 vite. C'est des choses qui arrivent au bout de quelques mois, voire quelques semaines après la mise en eau. Donc non seulement vous avez des légionnelles, mais en plus, vous avez des fuites dans votre tuyau. Donc c'est des installations qui souvent partent au contentieux et qui sont parfois repris en totalité. Donc, en rassemblant un peu toutes ces expériences sur le terrain et en discutant avec les uns et les autres, c'est vrai que on s'est aperçu que finalement, les règles de l'art qu'on évoque aujourd'hui n'étaient pas stabilisées encore. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de documents support qui permettaient de s'y référer pour être sûr qu'on soit bien dimensionné et qu'on évite d'avoir des légionnelles dans tout notre réseau en distribution. Donc avant l'apparition du DTU, puisqu'un DTU, il y a tout un cheminement, tout un processus qui peut être relativement long, on a, à la demande du ministère de la Santé, publié un document spécifique sur la maîtrise du risque de légionnelle dans ces réseaux d'eau chaude sanitaire, en montrant pourquoi ça ne marche pas et en donnant des préconisations techniques pour justement éviter tous ces désagréments. Et on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais cette slide est assez illustrative en montrant les 3 contraintes et les 3 paramètres de dimensionnement d'une boucle. Pour choisir le débit d'une boucle, on doit prendre la contrainte la plus importante entre la déperdition thermique de la boucle en question, la vitesse de 0,2 m par seconde et la hauteur de passage dans l'organe qui doit être au minimum de 1 mm. Donc c'est vraiment la contrainte la plus forte qui doit imposer votre débit dans votre boucle. Donc ce document est toujours accessible en libre téléchargement pour que tout le monde puisse se l'approprier et
J'espère qu'ils seront encore nombreux à le télécharger. Vous avez dans ce document aussi, pour ne pas passer trop vite, des moyens et méthodes d'équilibrage, des méthodes et moyens de la maintenance de l'équilibrage. Pardon. On se bat, je me bats encore très régulièrement. C'est que lorsqu'on a des légionnels, ou même quand on n'en a pas beaucoup, on va dire, parce que les gens ne s'inquiètent pas tant qu'ils ne sont pas au-dessus du seuil réglementaire, alors qu'ils devraient. On n'est pas à l'abri d'avoir un dépassement du jour au lendemain quand on a quelques légionnels même présents dans le réseau. On fait des chocs, on continue à faire des chocs chimiques, des chocs thermiques. Mais vous pouvez parler avec tous les traiteurs d'eau. Hein. Ils disent, mais oui, monsieur Correc, il ne faut pas faire. Mais nous, on nous le demande, donc on vend. Donc les gens vendent. Et donc on fait des chocs thermiques. On met de la chimie, même dans les installations qui sont multibouclées où on a des antennes qui ne circulent quasiment pas. Donc on peut mettre de la chimie au niveau de la production générale. Ça n'arrivera jamais au niveau de l'antenne particulière. Donc aujourd'hui, et les pratiques de 15 ans depuis Pompidou, on va dire, parce que c'est vraiment à Pompidou qu'on a développé des règles de l'art que l'on a testées depuis, pour vraiment aller décolmater et empêcher ces défauts d'équilibrage, il faut faire de la circulation à contre-courant. C'est-à-dire qu'il faut faire circuler dans son organe et dans sa colonne l'eau dans le sens qu'elle n'a pas l'habitude de circuler. Donc de manière schématique, et je vous l'accorde, le fait que l'eau change de sens de circulation à cet endroit-là n'est pas forcément juste. Par contre, vous voyez qu'il faut, en fonction du défaut d'équilibrage de la boucle, vous devez fermer la boucle en question, aller, pas la boucle, mais la distribution aller, et ouvrir tous les points d'usage concernés par l'alimentation de cette antenne. C'est des choses qui sont encore très peu faites, il ne faut pas se leurrer, je ne suis pas là en train de dire tout le monde est merveilleux, c'est très rarement fait. Par contre, si vous voulez vous en sortir de manière temporaire, parce que si vous recherchez pas le mal et si vous le traitez pas, ça va revenir. Mais de manière temporaire et pour patienter, pour décolmater et retrouver des bons débits, vous pouvez faire ces opérations en mettant du chlore éventuellement en fonction du traitement qui est déjà en place. Vous allez décolmater votre organe et puis les points d'usage en question qui sont alimentés. Aujourd'hui, dans les documents de maintenance qu'on propose, dans les documents que je vais vous présenter, dans les CCTP type, on préconise, parce qu'imposer c'est pas réglementaire, mais de faire cette circulation à contre-courant une fois par an, tous les 6 mois, pour être sûr que les petites particules qui se bloquent au niveau de l'organe ne viennent pas perturber votre équilibrage initial. Je vous ai aussi remis cette photo, c'est un pose d'un clapet sur le retour. Je vous ai montré tout à l'heure une distribution dans la colonne où vous avez un clapet sur l'aller et le retour. L'aller, oui, effectivement, quand on alimente une cellule sanitaire et puis on a une réglementation qui va venir imposer, même si la norme 1717 en parle déjà, si vous mettez un clapet sur le retour, non seulement vous avez créé des pertes de charge qu'il faut prendre en compte dans vos calculs par rapport au débit que vous allez imposer, mais en plus la circulation en contre-courant, vous ne pourrez plus la faire parce que vous avez un clapet qui empêche de circuler dans le sens inverse. Donc à mettre la ceinture et les protèles, encore une fois, il faut vraiment poser le crayon, essayer de faire marcher son cerveau pour savoir est-ce que légitimement je peux mettre ce genre d'équipement sur mon retour. Et la réponse est bien sûr non. Sur les protections sanitaires. Les protections sanitaires, on va dire que c'est plus ou moins bien géré. C'est déjà une réalité. Hein. On en met, on met des disconnecteurs, on met des surverses totales, on met des clapets EA, EB. Ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément très stabilisé au niveau de la réglementation. Vous avez le code de la santé publique et puis le RSDT qui vous donne, on va dire, la philosophie en disant qu'il ne faut pas de retour d'eau, c'est-à-dire de pollution de réseau aval dans le réseau amont et éviter qu'on vienne polluer l'eau potable avec l'eau de chauffage, par exemple. Par contre, juridiquement, ce n'est pas très bien stabilisé et ils souhaitent publier un arrêté spécifique pour imposer la norme EN 1717 qui, elle, décline en fait toutes les catégories d'eau qu'on peut retrouver dans un bâtiment à l'intérieur et les dispositifs de protection qui permettent de séparer un réseau de chauffage d'un réseau d'eau potable, un réseau incendie d'un réseau d'eau potable, un arrosage de golf par exemple d'un réseau d'eau potable. Donc vous avez des protections qui doivent être bien mises en place. Donc de manière générale, si on fait un petit exercice de mise en place de ces dispositifs, la première chose que l'on peut voir, et ce qu'il faut dire, c'est que si vous respectez l'ensemble des protections en aval de l'alimentation générale, donc que vous mettez les bons clapets, les bons systèmes de disconnexion au bon endroit, vous pouvez vous limiter d'un simple clapet EA contrôlable au niveau du compteur général. Vous ne pouvez
Vous pouvez ne pas mettre un disconnecteur BA sur un gros hôpital, alors qu'on pense, oh là, mon hôpital il est énorme, je vais mettre un disconnecteur. Non, bah, pas forcément. Si vous respectez toutes ces règles aval, un simple clapet EA est suffisant, et surtout en termes de maintenance, ce sera beaucoup moins lourd pour l'exploitant, parce qu'aujourd'hui vous avez encore une maintenance à faire tous les 6 mois, en emmenant en 3 exemplaires un papier jaune, un papier bleu à l'ARS, qui prend le papier jaune et qui met dans son classeur et qui fait rien avec. Donc le disconnecteur BA, pas forcément. Par contre, le clapet doit être, lui, EA. C'est-à-dire qu'il doit avoir 2 bossages pour permettre de vérifier son étanchéité. Si vous mettez un simple clapet EB comme celui-ci, là, qui est lisse et qui est parfois difficilement repérable, vous n'avez aucun accès et vous ne savez pas si l'étanchéité interne du ressort et du siège est bien assurée. Donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument le clapet EA contrôlable. Donc vous voyez à l'intérieur du bâtiment, sans s'y attarder, mais en fonction de la puissance de la chaudière, vous mettez soit un disconnecteur contrôlable, non contrôlable. Sur les réseaux sprinkler, en fonction que ce soit en élévation ou avec des additifs, vous devez avoir une surverse totale ou simplement un clapet EA contrôlable. Donc ces règles, je veux dire, au quotidien, certaines personnes se les posent et des personnes qui gèrent des réseaux extrêmement importants. Donc c'est des règles qu'il faut avoir bien en tête et les connaître. Au niveau national et parisien, on a une spécificité parisienne, c'est-à-dire qu'au niveau parisien, lorsque vous avez un branchement neuf, vous devez réaliser une conformité sanitaire de l'installation intérieure. C'est spécifique à Paris. C'est le SRIPS qui faisait ça historiquement. Aujourd'hui, ça a été intégré à Haute-Paris, mais ça reste les mêmes personnes. C'est-à-dire que avant que Haute-Paris vous délivre vos taux, il y a une personne qui vient contrôler l'ensemble de vos dispositifs intérieurs. Et force est de constater qu'on a beaucoup de choses encore qui ne vont pas. C'est-à-dire qu'on a absence tout simplement des protections. Donc là, sur l'alimentation de chauffage, l'eau potable alimente l'eau de chauffage pour faire l'appoint. Et lorsqu'on prend un robinet d'eau potable dans la chaufferie, qui est bien identifié eau potable, vous voyez que c'est de l'eau qui n'est pas potable, même si je n'ai pas fait l'analyse, je vous l'avoue, mais vu la couleur de l'eau, c'est vrai qu'on puise directement dans le réseau de chauffage. Ou tout simplement, on a un disconnecteur BA même, on a le filtre vraiment, on a le réducteur de pression, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on a bipassé, on passe au-dessus, donc ça ne sert à rien du tout. Et donc, vous avez votre eau qui n'est pas protégée. Donc, fort de tous ces désagréments, il y a un arrêté relatif à la protection des réseaux d'adduction, des réseaux intérieurs qui va paraître. Le ministère de la Santé a fini cette rédaction, il a été validé. Par contre, il y a un co-signataire qui est le ministère de l'Écologie et aujourd'hui, le ministère de l'Écologie se pose la question du surplus financier imposé par cet arrêté. Parce qu'aujourd'hui, on entend dans les médias, plus de normes, plus de réglementation, on arrête tout, ça coûte trop cher à tout le monde et surtout aux bâtiments. Aujourd'hui, ces clapets, ils sont déjà mis en place. Les disconnecteurs, ils sont déjà mis en place, donc ça ne va pas coûter plus cher. Par contre, ça va être une obligation et quand il y aura un désagrément, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des contaminations et les centres antipoison identifient un certain nombre de cas tous les ans où les gens sont amenés à boire de l'eau qui n'est pas potable et du coup il y a une procédure qui se met en place et ça remonte jusqu'au centre antipoison. Aujourd'hui, il faut vraiment stabiliser cette réglementation et imposer cette norme EN 1717. Un mot supplémentaire, alors j'ai pas mis le slide, mais j'ai vu des fabricants aussi qui vendaient un certain nombre de dispositifs raccordables au réseau pour laver les sols, laver les murs ou ce genre de choses. Il faut aussi être en capacité de vérifier que tous ces dispositifs ont les dispositifs adaptés pour protéger contre les retours d'eau. Souvent, c'est des usines à gaz. Les fontaines à eau, vous avez plusieurs mètres de tuyaux à l'intérieur. Il faut qu'on ait les bonnes protections sanitaires. Et pour mémoire, vous avez une attestation de conformité sanitaire équipement qui existe. Et si les fabricants ont ces avis, ça vous permet d'être sûr que le système raccordable au réseau est protégé par rapport à cette norme 1717. Alors, venons à la conception générale d'une chambre dans le milieu hospitalier, dans un EHPAD ou même dans le logement, avec des règles de conception générale qui peuvent être les suivantes. Aujourd'hui, on essaye de minimiser le nombre de boucles. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à aller chercher au plus proche les points d'usage. Donc, quitte à faire des dévoiements si on a des petits retraits au niveau des chambres. Donc, le réseau d'eau chaude sanitaire, il va se dévoyer pour éviter de faire une boucle de quelques mètres. Donc, ça, c'est la première chose.
Donc maîtrise des risques légionnels. Je vous mets jusqu'au bout parce que vous allez me dire pourquoi il met une petite tortue en plein milieu là. La seconde des choses, c'est lorsqu'on est sur la gaine technique, le gaine palière, vous devez mettre en place donc, les protections sanitaires pour une chambre, donc une cellule sanitaire ou un logement qui va alimenter un certain nombre de points d'usage, donc les clapets EA contrôlables eau froide, eau chaude, avec les organes qui permettent de faire les maintenances. Et il y a toute une discussion qui se pose aujourd'hui, et je vous dis que le téléphone sonne souvent, et c'est pas qu'on en a assez, parce qu'on est là pour ça, mais qu'est-ce que je mets comme robinetterie dans les APHP, en fait, ils ont beaucoup de désagréments sur tout ce qui est robinetterie thermostatique. Pourquoi? Parce qu'on avait souvent des pressions eau chaude, eau froide qui étaient différentes, et un réseau d'eau chaude sanitaire, c'est un réseau qui est exploité, qui est utilisé. On n'est pas dans un réseau de chauffage, on n'a pas... Si vous faites des purges dans le réseau de chauffage, vous allez voir des particules, certes, mais qui sont très pulvérulentes, qui sont très très fines. Dans le réseau ouvert, tel qu'un réseau d'eau chaude sanitaire, vous allez avoir des minéraux en apport continuel, puisqu'on consomme l'eau, et vous allez avoir du tartre qui peut éventuellement mettre en défaut ces clapets de ces organes thermostatiques. Et ce qu'on a constaté, effectivement, c'est des mélanges eau chaude, eau froide, liés à ces chambres de mélange sous pression dans ces organes mitigeurs thermostatiques. Donc il y a eu tout un processus qui a consisté à faire que on ne voulait plus d'organes mitigeurs thermostatiques au point d'usage dans la douche, dans les APHP par exemple. Donc ils sont repartis sur de la robinetterie mécanique, comme celle-ci. Mais du coup, il y avait un réglage en usine à 38 degrés. Donc déjà, ça a de précis qu'avec une température d'eau froide et d'eau chaude précise. Donc si on est l'été ou l'hiver, on n'aura pas les mêmes 38. On sera soit plus chaud, soit plus froid. Donc c'est très peu fiable. Donc il faut que ce soit débrayable aussi pour faire des traitements jusqu'au point d'usage. Et on ne gère plus le risque de brûlure. C'est-à-dire une coupure d'eau froide, par exemple, qui engendrerait d'avoir que de l'eau chaude, qui est à 50, puisqu'on vous l'oblige, et donc engendrer des risques de brûlure. Donc il y a des équilibreurs de pression qui ont eu le vent en poupe à un moment donné, avec ce type de robinetterie, donc qui permettent d'équilibrer les pressions chaude-eau froide. Vous n'avez plus d'eau froide, vous n'aurez plus d'eau chaude. Donc ça coupe l'alimentation. Ça vous fait de la cacaillerie supplémentaire au niveau de la gaine palière. Donc qui dit accessoire, qui dit maintenant supplémentaire. C'est des accessoires qui peuvent être aussi en matériaux organiques. Vous le verrez dans mon discours de clôture, matériaux organiques, il faut faire attention aussi par rapport aux flexibles d'alimentation, tout ce qui est EPDM. Donc il faut être très vigilant par rapport à la microbiologie et au traitement qu'on peut faire sur ces matériaux. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est plus sur la mise en place de robinetterie thermostatique parce que les ARS imposent cette gestion du risque de brûlure, avec on va dire des robinetteries thermostatiques qui sont faites pour ça et qui sont fiables pour ça. Néanmoins, pour éviter d'avoir ce mélange eau chaude eau froide, il se doit de mettre en place des mitigeurs thermostatiques qui soient sans chambre de mélange sous pression, pour justement éviter le fait d'avoir ces mélanges eau chaude eau froide, parce que gérer la pression eau chaude eau froide, c'est un peu illusoire quand même dans le domaine. Parallèlement, vous ne devez pas mettre des limiteurs de température en tête de gaine palière. Dans le logement, ça ne me choque pas. À l'hôpital, vous avez des personnes qui sont quand même plus fragiles, qui sont plus sensibles. Les économies d'énergie à ce niveau-là, parce qu'en fait, ce limiteur de température qui est alimenté en eau chaude et en eau froide distribue de l'eau à 38, dès, on va dire, 5, 6, 7 mètres, votre point d'usage. On s'est battu et on y arrive petit à petit à éviter qu'il y ait des mitigeurs centralisés au niveau des productions d'eau chaude, où là, on avait carrément l'ensemble de la distribution en mitigé. C'est pas pour reproduire ce schéma à quelques mètres de l'arrivée, on va dire. Donc autant aller jusqu'au bout et de gérer la température avec des dispositifs qui sont faits pour ça. Donc ce type de dispositif, oui pour le logement, mais pour l'hospitalier, non. Les documents qu'on a sortis DTU 60.11, 60. Le guide technique hydraulique sur la maîtrise du risque légionnel, c'était bien. Les ARS nous applaudissaient des deux mains, ils étaient contents, ils avaient des documents support. Par contre, ils continuaient à rencontrer des responsables techniques. Et c'est vrai que les ARS sont montés en puissance techniquement, hein, c'est clair. Hein, moi, pour les voir assez régulièrement, et je les mettais d'ailleurs en garde sur les préconisations techniques qu'elles pouvaient faire, parce qu'à un moment donné, c'est plus leur rôle. Ils sont là pour alerter sur des dysfonctionnements éventuels, mais ils ne doivent pas préconiser techniquement des solutions. Donc, ils nous ont dit comment faire en sorte que les responsables techniques et les maîtres d'ouvrage soient capables de consulter avec plus d'une ligne sur la partie eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire, ou qu'il y ait des copier-coller malheureux qui datent depuis de 5 ou 10 ans
sans avoir des préconisations techniques qui sont déjà dans des documents comme les DTU. Donc on a rassemblé un certain nombre d'acteurs, des mainteneurs, Dalkia, Cofili pour ne pas les nommer, des bureaux d'études, il y avait EA, il y avait Qui Construction, des installateurs, il y avait Bouygues, des maîtres d'ouvrage, des directeurs d'hôpitaux. Enfin, on a essayé d'être assez large pour essayer de diffuser un document qui soit consensuel et qui soit techniquement valable, on va dire, et applicable, pour aborder donc des consultations CCTP type sur la conception et la maintenance des installations. Donc documents qui sont également consultables et téléchargeables gratuitement sur le site de l'ARS des Pays de Loire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce document, vous pourrez le voir vous-même. Juste 2-3 éléments. Je ne reviendrai pas sur la robinetterie de point d'usage, où c'est exactement ce que je viens de dire. Robinetterie mécanique, moyennant équilibre de pression, distribution 38 et débrayable éventuellement. Mais c'est vrai que ce type d'installation, aujourd'hui, la fiabilité dans le temps est très peu assurée pour les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Et la robinetterie thermostatique avec des chambres de mélange qui ne sont plus sous pression. Par ailleurs, vous avez tout un item sur le comportement des matériaux pour éviter qu'on ait à la fois le développement de bactéries sur tout ce qui est EPDM. Clairement, les flexibles en EPDM qui alimentent les robinets, il faut les oublier. Plutôt passer avec... alors aujourd'hui, c'est plutôt du PEX ou du SPEX. C'est plutôt du SPEX qui est mis sur les flexibles. Et surtout d'avoir la validité des fabricants quant au comportement en température et en produits de désinfection. Un certain nombre de litiges apparaissent également sur des dégradations. Alors ça vient toujours des légionnelles. On a des développements de légionnelles. Donc le maître de volage ou l'exploitant dit « moi je veux plus de légionnelles », donc on met du chlore, on met du dioxyde de chlore, on traite. Et peu importe les désagréments sur les accessoires et les canalisations, on a peut-être plus de légionnelles pendant quelques jours, ça revient, mais en plus on a dégradé ces matériaux. Donc je vous montrerai un tableau pour conclure sur lequel il y a des cases qui ne sont plus à jour et qu'il ne faut surtout pas mettre en commun sur certains matériaux et produits de désinfection. Sur la partie maintenance, sans rentrer dans le détail non plus, vous avez un certain nombre d'obligations du prestataire de maintenance pour surveiller les installations, notamment au niveau des températures. Alors vous avez des exigences réglementaires au niveau de la production, des boucles qui sont visibles au niveau du local de chaufferie. Néanmoins, vous devez suivre l'ensemble de vos boucles parce que dans 95% des cas, c'est à cet endroit que vous allez développer la légionnelle. Donc sur les gros établissements aujourd'hui, la GTC est mis en place sur l'ensemble des boucles avec des sondes de température. Sur les plus petits établissements, c'est vrai que c'est plus compliqué au niveau budget, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire et on peut le faire de manière temporaire, pendant 24 heures, 48 heures, une fois tous les 6 mois pour ausculter, regarder, prendre la température, c'est le cas de le dire, de sa boucle et être conscient de son fonctionnement ou de son dysfonctionnement. Vous avez autrement effectivement la maintenance préventive systématique et programmable avec la vérification de manœuvres courantes et réglementaires du bon fonctionnement. Il n'y a rien de plus désagréable de pouvoir ne pas manœuvrer son organe quart de tour lorsqu'on fait des traitements. On manœuvre son organe dans la plomberie. C'est vrai qu'on est très tactile. Quand on prend les températures sur les bouclages, on met la main d'abord. Les sondes, les températures, on le prend d'abord avec la main et on voit tout de suite si ça marche ou si ça ne marche pas. On n'a pas forcément besoin d'outils sophistiqués en sonde de température, en doigt de gant ou en thermomètre infrarouge pour constater qu'on n'est pas à la bonne température de 55 degrés. Donc une maintenance également préventive, conditionnelle et corrective avec des astreintes éventuelles et le fait d'intervenir rapidement si on a des dérives. Une gestion de la maintenance au niveau de la chaufferie, en complétant au fur et à mesure les installations. C'est vrai que c'est compliqué encore. Et la tenue des documents réglementaires contractuels, y compris le carnet sanitaire, avec des comptes rendus dans les rapports. La grosse difficulté, en fait, c'est les contrats. C'est que les contrats aujourd'hui, et je suis juste en face du stand de Dalkia, 88 000 installations gérées. C'est compliqué parce que eux, ils sont très conscients des difficultés que l'on a aujourd'hui de maintenir la distribution, maintenir la chaufferie. On a toujours les contrats au niveau de la production d'eau chaude. Voilà, c'est historique. On a les contrats P2, on a un certain nombre de choses. Maintenir la distribution, faire les maintenances sur les organes de réglage, c'est proposé, mais c'est pas pris parce que c'est un coût supplémentaire qui historiquement n'est pas prévu. Donc aujourd'hui, quand on parle de programme, on parle de budget et on doit déjà intégrer dans le budget général ces actions de maintenance. Et ce contrat de maintenance qui ne doit plus se limiter au niveau des actions courantes de chaufferie, mais jusqu'au point d'usage, jusqu'au robinet. C'est d'autant plus vrai lors des réceptions de bâtiments. La réception, elle ne s'arrête pas à la livraison des clés au maître d'ouvrage.
sur les gros établissements, vous avez des mises en eau et vous avez des patients qui ne sont pas encore présents dans les chambres dès qu'on a remis les clés. Donc ça veut dire que la chambre n'est pas utilisée. Il faut obligatoirement s'occuper de ces points d'eau-là et les faire fonctionner en faisant des prélèvements, des puisages, eau chaude, eau froide, eau de mitigée, voire mettre un peu de désinfectant pour être sûr qu'on n'ait pas de la stagnation et de la flore qui se développe dans les installations. Donc c'est des pratiques aujourd'hui qui sont mises en place, mais en urgence. En fait, on est contaminé et puis on paye quelqu'un pour le faire. Mais il faut le prévoir. Tout ça, ça se prévoit. Et c'est vrai que dans la construction d'un bâtiment, le lot plomberie n'est pas forcément le lot qui coûte le plus cher. Donc prévoir ses budgets, c'est quelque part assurer ses arrières et faire en sorte que derrière, on ne va pas consommer des budgets en curatif qui seront colossaux et 10 fois supérieurs à ce qui aurait pu être fait en conception. Donc les surveillances des températures, vous avez différents types de températures, hein, ce n'est pas là le sujet, mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est le fait de pouvoir les suivre, même si vous n'avez pas de sonde sur chaque boucle, de le faire au moins une fois par an, de passer une fois par an sur chacune des boucles. Ça coûte pas grand-chose si vous avez des services techniques en interne, un peu plus si vous n'avez pas de service technique, vous avez un prestataire, mais au moins vous savez, vous comprenez pourquoi votre réseau il dysfonctionne ou il va bien. Lorsque vous avez une inspection de l'ARS, vous êtes capable de lui montrer oui, j'ai pris mes températures à tel endroit et j'ai les bonnes températures supérieures à 50 degrés. Soit dit en passant, réglementairement c'est 50 degrés les bouclages, mais quand on fait un calcul et on calcule bien, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on est plutôt à 57 degrés, voire 57,5 en retour de boucle. Si on reparle de maintenance, la difficulté qu'on rencontre aussi, c'est la prise de contrat. Lorsque vous avez une installation neuve ou exploitée, les contrats, c'est très bien de les mettre en place, c'est mieux de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que souvent, on a le mainteneur qui vient voir le maître d'ouvrage en disant monsieur le maître d'ouvrage, je ne peux pas faire mon boulot, je n'ai pas les outils nécessaires. C'est-à-dire que je n'ai pas les organes de maintenance, je n'ai pas les organes d'équilibrage, donc je ne peux pas maintenir votre réseau en température. Ce qu'on a souhaité avec ce dossier de consultation, ce CTP type que le maître d'ouvrage va utiliser pour consulter ses entreprises, c'est que le mainteneur soit capable, lorsqu'il propose son contrat, de dire votre installation, si c'est une installation neuve, elle doit avoir un minimum de travaux pour que je fasse mon travail. Aujourd'hui, ce n'est pas fait comme ça. Aujourd'hui, on signe et après, on voit si c'est maintenable ou pas. Souvent, dans les petites installations, les directeurs d'établissements qui sont relativement restreints, ils pleurent parce qu'en fait, ils n'ont plus le budget pour faire une expertise hydraulique si vous n'avez pas les bonnes températures, si vous n'avez pas les bons équilibrages non plus. Donc, ce que l'on a souhaité, c'est que vraiment, ce soit les mainteneurs qui puissent prendre ça en charge au niveau de leur contrat. Et c'est en discutant avec eux, et c'était eux aussi les moteurs, hein, que ce soit Dalkia ou Cofili ou les autres, qui ont souhaité mettre l'ensemble de ces actions possibles dans ce contrat. Alors, juste pour rigoler un petit peu, parce que la maintenance, mais c'est quand même une réalité, sur les réseaux d'eau chaude sanitaire, vous retrouvez des organes qui n'ont rien à faire sur le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc en haut à gauche, c'est des organes d'été de réglage, hein, qu'on appelle vulgairement, qu'on retrouve sur le chauffage, mais qui sont très régulièrement mis dans le logement. Alors là, dans le logement, c'est partout, mais on ne va pas voir ce qui s'y passe. Donc on ferme les yeux, donc on attend juste un petit peu plus longtemps que l'eau chaude arrive de la production d'eau chaude, mais les boucles ne circulent pas, mais tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de cas de légionellose, on va dire, on ne regarde pas s'il y a des légionelles. Malheureusement, dans les établissements de santé, on a aussi ce type d'organe. Ce type d'organe, je n'ai pas la BAC ici, quoique je l'ai peut-être après. Lorsque c'est bien réglé, c'est-à-dire que vous êtes capable, l'organe est capable d'absorber la bonne perte de charge avec le débit que vous avez souhaité, elle laisse passer 1/10 de millimètre, 2/10 de millimètre, allez, pour être généreux. 2/10 de millimètre dans un réseau d'eau chaude sanitaire ouvert, ça se bloque très très vite. Donc en fait, elle est bouchée. Donc encore une fois, si elle est bouchée complètement, ça va. Si c'est partiellement, c'est moins bien parce que le débit va quand même circuler et vous aurez des températures de 35-45 qui sont idéales pour les bactéries. Ou autrement, vous avez d'autres choses. Alors, je ne vais pas le nommer. Vous avez d'autres choses, mais c'est des gens qui ont pensé quand même. C'est-à-dire qu'eux, ils ont posé le crayon, ils ont dit tiens, je vais équilibrer mon installation quand même, je vais prendre des organes quart de tour et je vais mettre la bonne ouverture pour créer la bonne perte de charge. Donc, c'est des choses intéressantes, mais un peu aberrantes quand même aujourd'hui parce que c'est clairement pas calculé. Et vous n'avez pas la bonne perte de charge. De toute façon, ces robinets à tournant sphérique ne sont pas faits pour ça. Donc clairement, ça ne marche pas. Vous voyez quand même, il est de travers. Hein. C'est qu'ils ont réfléchi à l'angle avec un rapporteur ou un compas, je ne sais pas, mais voilà. Sur le marché aujourd'hui, alors il y en a d'autres, hein, mais pas tant que ça finalement. Celles qui conviennent, vous avez donc ETA qui sont très connues sur le marché.
la STAD historique. Alors en 22 modules, oui, mais en 22 boucles, non, parce qu'en fait, elle ne sera pas capable d'absorber la perte de charge et le débit nécessaire pour une boucle. Donc ils ont développé quand même un organe spécifique, qui est la TVB. Et donc vous voyez, aujourd'hui on parle plus en hauteur de passage dans l'organe plutôt que des KV qui sont assez barbares pour les non-hydrauliciens, et en plus adimensionnels. Donc ce qu'on souhaite, DTU, au moins 1 mm de passage dans l'organe lorsque c'est bien réglé. Sur la TATBV, vous voyez qu'au bout de 4 tours, vous avez commencé à avoir cette exigence de 1 mm. Par contre, c'est 1 mm minimum, donc vous devez être largement supérieur. Donc vous devez augmenter le réglage de l'organe de 1 à 10 tours pour celle-ci. Et donc au bout de 7 tours, vous voyez, vous avez 2,21 mm de hauteur de passage. Donc là, on est plus serein. Et vous êtes capable d'absorber, donc pour des débits de 290 litres par heure, une perte de charge de 2,5 mètres de colonne d'eau. Ce qui est correct, on va dire, pour une installation d'eau chaude sanitaire petite. Lorsque vous commencez à avoir une perte de charge, la perte de charge la plus défavorisée d'un réseau collectif, s'il est de 15 mètres, là vous dites tout de suite, il faut que je recalcule mon truc, il faut que j'enlève des boucles, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je vois si je peux augmenter le diamètre de mes boucles pour éviter qu'on crée des pertes de charge parce que vous n'arrivez pas à équilibrer. De l'autre côté, vous avez un organe qui a été développé spécifiquement par GRK. C'est simple, c'est le nombre de tours correspond à la hauteur de passage. Donc on a un peu plus de latitude, on va dire. À 3 tours, on a 3 mm d'ouverture dans cet organe. Et puis parallèlement, vous avez le T de réglage et les organes thermostatiques. Alors on en parle beaucoup des organes thermostatiques. Est-ce que je peux mettre des organes thermostatiques ? Dans l'absolu, oui, pourquoi pas. Vous pouvez vous en mettre à l'état neuf, à l'état initial. Ça marchera, vous pouvez le calculer. Néanmoins, ces organes thermostatiques ont des débits de fuite, ont des vitesses qui ne sont pas respectées au niveau des 0,2 mètres par seconde. Et l'esprit en fait de ces organes thermostatiques, c'est que ça régule en fonction de la température que l'organe va avoir. Alors que vous mettez un débit pour être sûr d'avoir la bonne température. Donc en fait, c'est la réflexion inverse. Donc l'organe, elle n'est pas plus intelligente qu'elle n'est. Elle va avoir un tuyau qui arrive avec un certain débit, une certaine température, donc elle aura beau s'ouvrir totalement. Si elle abat la bonne température juste en amont, elle ne mettra pas plus de température. Donc finalement, on donne à l'organe une partie de notre cerveau pour qu'elle calcule notre réseau. Donc ces organes thermostatiques, par parcimonie, et sont vraiment pas préconisés. Dans les CCTP, on a mis qu'il fallait des organes statiques, donc qui ne sont pas en permanence à fluctuer en fonction de la température visée. En plus, lorsque vous voulez maintenir ces organes, donc elle va s'ouvrir, plus la température est basse, plus elle va s'ouvrir. Donc en fait, il faut réduire la température générale du circuit pour faire la maintenance qui s'ouvre totalement. Donc ça va à l'inverse du maintien des températures dans l'installation. Donc finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut les oublier. 2-3 mots et j'en arrête terminé sur la certification de produits et certaines différences fondamentales que j'aime bien remettre une couche à chaque fois. Faire la différence entre les marques de qualité et le marquage CE. Marquage CE, libre passeport, libre circulation des marchandises. Consensus technique à minima au niveau des États membres. On choisit quelques essais techniques pour apposer sur le produit et avoir l'autorisation aussi de mise sur le marché par rapport à l'innocuité sanitaire. La marque NF, c'est une marque de qualité qui a des exigences techniques en termes de respect et de fiabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'exigences techniques sur des produits qui sont marqués NF que CE. Alors, dans le domaine des installations d'eau, vous ne verrez pas de marquage CE et vous ne verrez a priori jamais. Il y a eu un EAS qui a été entrepris il y a 15 ans, European Acceptance Scheme, qui devait être le pendant de l'ACS au niveau européen et qui devait donc déboucher sur le marquage CE. En fait, on n'est pas d'accord. C'est qu'on n'est pas d'accord sur les méthodes. C'est-à-dire que lorsqu'on on donne aux laboratoires habilités nos produits et ils font les tests de migration. Et après, on a des méthodes analytiques pour regarder si on a des molécules qui ont migré avec des seuils d'acceptation. On n'est pas d'accord avec la Hollande, l'Allemagne par rapport aux méthodes, ni au seuil. Donc ils sont encore en train de se concerter et ils ont espoir de pouvoir avoir des méthodes communes, mais pas des seuils communs. Donc on n'aura jamais de CE sur les installations d'eau, que ce soit les canalisations, accessoires. Par contre, vous verrez les marques de qualité très souvent, que ce soit la marque NF ou les avis techniques. Je reviendrai juste après là. Les produits qui sont certifiés sont forcément marqués, donc NF ou avis technique. Vous le verrez, je vous ai mis des exemples de produits sur la RTS, sur les réducteurs de pression, sur les clapets, sur les tuyaux, sur les douchettes, sur les mousseurs.
Donc un produit qui est certifié, c'est un produit marqué. Avec quand même une nouveauté au niveau de ces avis techniques. Alors il faut bien aussi comprendre que tout ce qui est marque NF sur les produits dits traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui ont été rédigées de manière consensuelle depuis un certain nombre d'années dans lesquelles il y a des références techniques, un référentiel technique suivant lesquels on va tester les produits. Et les avis techniques font référence aux produits dits non traditionnels, plutôt innovants, même s'il y a des produits qui datent de longtemps. Mais on n'a pas le même type de marquage. On a l'avis technique sur les produits innovants et NF sur les produits dits traditionnels. Historiquement, c'est le CSTB qui délivre par l'intermédiaire de marques, de groupes spécialisés ou de comités de marque qui ressemblent l'ensemble des acteurs, que ce soit consommateurs, industriels, ministères, où sont évalués et validés ces produits. On a tous beaucoup de marques de qualité CSTB. Donc ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on va passer progressivement à la marque QB, qui est qualité bâtiment, pour le bâtiment, pour homogénéiser et que ce soit plus simple, que ce soit sur les revêtements de sol, que ce soit sur les tuyaux, que ce soit sur les fenêtres. Les fenêtres moins parce que c'est la marque NF, mais tout ce qui est CSTB, CSTBAT Service, CSTBAT Certified, ça va disparaître pour devenir QB. Je reviens juste à cet endroit-là. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous évoquais la robinetterie. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions des maîtres d'ouvrage, beaucoup de contentieux également. Donc il y a une volonté à la fois industrielle et à la fois des maîtres d'ouvrage de pouvoir exiger de la robinetterie qui soit de qualité. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre dans des cahiers de consultation sans faire un paragraphe qui est relativement soutenu pour dire moi je veux de la robinetterie qui à la fois me donne de l'eau en termes de température, en termes de confort et en termes de qualité d'eau microbienne. Donc ce qui est en cours actuellement, c'est de développer une marque de qualité spécifique de robinetterie pour les établissements de santé avec un certain nombre de critères que vous voyez ici. Donc exit la chambre de mélange sous pression pour éviter ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Des essais de vieillissement sur les matériaux pour valider le fait que c'est compatible. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de robinetteries, quelles qu'elles soient, métalliques, organiques, parce que vous avez de plus en plus des corps plastiques à l'intérieur de ces robinetteries. C'est relativement complexe. Des essais de performance hydraulique pour avoir des débits minimums. Faut penser au fait qu'on peut avoir des réseaux contaminés en légionnel. On peut être amené à mettre des filtres. Encore faut-il que l'on ait suffisamment de place sous les lavabos pour mettre ces filtres. Alors je vous l'accorde, les filtres, c'est plutôt les douches, puisque là on est exposé directement à la légionelle. Mais certaines ARS exigent aussi d'avoir des filtres, même si ça a été pas encore démontré, mais il y a pas mal de suspicions au niveau des lavabos. C'est-à-dire d'être contaminé avec l'utilisation d'un lavabo en termes de vapeur d'eau, l'inhalation de la bactérie et le développement de légionellose. Donc le fait de mettre un filtre, ça va créer une perte de chair supplémentaire. Donc si vous n'avez plus que quelques gouttes qui coulent de votre robinet, autant condamner le point d'usage. Donc il faut avoir des débits minimums, même avec des filtres anti-légionnels. Et enfin aussi des essais de résistance mécanique pour être sûr que votre robinet ne va pas partir en l'air dans certains établissements où les robinets sont soumis à rude épreuve lorsqu'ils sont manipulés par des personnes qui sont un peu désorientées. Voilà. Alors, je terminerai par 2 slides pour bien vous bourrer la tête sur de la chimie. Sur la compatibilité des matériaux. Je vous en parle encore en connaissance de cause, puisque c'est des expertises qui remontent jusqu'à nous. Vous avez aujourd'hui des réseaux qui sont mis en place. Vous avez des produits de désinfection qui sont utilisables dans les réseaux. Vous avez comme support un tableau qui est dans la circulaire de 22 avril 2002, qui d'une part autorise des produits comme l'hypochlorite de sodium, le javel, le dioxyde de chlore, le peroxyde d'hydrogène. J'ai fait un peu le tour, parce qu'autrement les autres... tout ce qui est procédé à l'argent, ce n'est pas autorisé chez nous. Après, vous avez le droit en curatif ou en préventif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez un autre tableau de compatibilité. Donc ici, vous avez donc des petits ronds en disant, par exemple, le polyéthylène réticulé, où est-il ? Ici, polyéthylène réticulé, que vous avez souvent en alimentation terminale dans les chambres, pour sa praticité de mise en œuvre, pour sa souplesse. J'ai un petit rond avec le dioxyde de chlore ici. Moi, je vous dis que soyez extrêmement vigilants. Si vous devez mettre un traitement préventif et que vous avez des antennes en PER, assurez vos arrières. C'est-à-dire qu'il faut soit changer les canalisations en PER des antennes terminales, soit partir très loin parce que vous avez des fissurations qui sont très très rapides au niveau de l'attaque radicalaire du dioxyde de chlore avec le PER. J'invente rien quand je dis ça. Vous avez tout un certain nombre d'études qui ont été menées par la Veolia, la SOR et Suez sur les branchements en PE
et la compatibilité avec des résiduels de dioxyde de chlore où vous avez des fissurations extrêmement importantes et où ils ont développé des stratégies différentes. Donc Suez est plutôt sur stratégie de dire je remplace par l'hypochlorite de sodium qui a aussi une attaque mais moins importante. Par contre, Veolia développe des nouveaux matériaux pour être sûr d'être moins impactant par rapport à l'attaque du dioxyde de chlore. Mais clairement, le polyéthylène, même s'il est réticulé, parce qu'en plus, à l'intérieur du bâtiment, vous êtes à 60 degrés, vous n'êtes pas sur le branchement à 15 degrés, vous avez des vitesses des cinétiques qui sont accentuées et vous avez des fissurations qui sont très importantes. Alors après, soulever des faux plafonds dans le milieu hospitalier avec les risques d'aspergillus et d'aspergillose, c'est toute une histoire et je peux vous dire qu'il y a certains responsables techniques et directeurs d'hôpitaux qui ne sont pas en train de rigoler à cause de ces incompatibilités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas autre chose, il faut faire avec. Le discours est de dire, demander aux fabricants, avant de mettre ces traitements en place, la compatibilité, le temps de contact, la pression et la concentration auquel vous pouvez mettre les désinfectants, mais faites très attention. En attendant que nous, on puisse positionner les fabricants sur, notamment, vous voyez, sur la robinetterie, sur des marques de qualité qui intègrent cet aspect en question et pour être sûr qu'en tout cas, si ce n'est pas dans mon avis technique ou dans ma marque de qualité, c'est que je peux tout faire sur mon produit. Autrement, vous aurez des warnings qui vous diront ne traitez pas mon produit avec ce type de traitement de désinfection. Et là, c'est juste pour rigoler, hein, c'est juste pour le fun, on va dire. Hein. Plutôt de culture générale. On utilise souvent l'eau de Javel, parce que l'eau de Javel, depuis Gay-Lussac, on l'utilise partout en traitement de surface, dans les réseaux d'eau. Il est beaucoup utilisé aussi en désinfection. Il faut être conscient que l'eau de Javel, il se dissocie quand on le met dans l'eau. Vous avez notamment 2 espèces, on va dire 3, en fonction du pH. Donc, lorsque vous êtes à des pH faibles, de l'ordre de pH 1 jusqu'à 5, donc la courbe rouge, vous allez faire du dichlore, c'est-à-dire du Cl2, qui est gazeux. Dès que vous allez augmenter pH, vous allez passer sur l'hypochlorite, l'ion hypochlorite et sur l'acide hypochloreux. La courbe grise ici, c'est l'acide hypochloreux, cette forme-là. Alors j'espère que vous n'avez pas décroché, parce que c'est la fin. HClO, en fait, c'est l'espèce qui est 100 fois plus désinfectante que ClO- ici, celle-ci là, et qui est la courbe verte. Et vous voyez qu'en fonction du pH, qu'on se trouve à pH 6,97, eh ben, on a beaucoup d'acide hypochloreux, qui est l'espèce désinfectante, et très peu de ions hypochlorite ici en vert. Alors si vous regardez le tableau, à pH 6, vous êtes très très faible. Vous avez 20%, on va dire, d'ion hypochlorite, l'espèce non désinfectante, et 80% de l'espèce désinfectante. Par contre, si vous augmentez au pH, vous arrivez à un pH de 8, qui peut être le cas dans un réseau sanitaire, hein, et ben vous avez l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'espèce qui est non désinfectante qui va être majoritairement présent. Donc vous pourrez mettre tout le chlore que vous voulez en eau de Javel, le pH fera que vous ne serez pas efficace en termes de désinfection sur les bactéries. Et ça, il y a des gens qui s'obstinent à traiter leur eau avec un pH trop élevé avec de l'eau de Javel. Dans ce cas-là, il faut passer sur notre traitement et c'est là qu'on doit se poser les questions des matériaux, de la compatibilité. Vous avez le peroxyde d'hydrogène, d'autres types de désinfectants qui peuvent tout à fait avoir les mêmes résultats et par contre être indépendants du pH par rapport à l'efficacité de ce produit. Voilà, c'était juste pour anecdote, mais parfois ça peut servir lorsqu'on va rencontrer certains maîtres d'ouvrage qui sont un peu dans la panade avec leurs produits de désinfection.